Il me fait l'honneur de sa présence pour un lancement. C'est la première fois que je me crois. Deuxième, en janvier 203, nous aurons fin octobre un autre lancement avec Olaf Poulet sur l'histoire d'un bel album qu'il a confectionné. Pour ceux qui ne le savent pas, et c'est bien parce qu'il y a de nouvelles têtes au lancement de NSI, ça fait partie, c'est une composante des activités de NSI Parcotel, ou du moins du groupe Ecclesia, de donner un cachet, une coloration culturelle aux activités du groupe. C'est ainsi que, pour l'abandonner par exemple, nous avons à table avec régulièrement, une fois tous les mois, et je ne crois pas que monsieur le vice-président a eu la possibilité de venir à table avec. Tu m'as vu, tu m'as fait. Le 17 octobre. Du corps est là, notez le 17 octobre, nous avons une prochaine édition, bien évidemment, à laquelle monsieur et madame sont invités. Donc, je vous dis le thème parce que le thème va être génial. La conférence sera animée par Jocelyn Grégoire. Sauf dans un champ, dans un domaine où il est extrêmement compétent. Superstition, sorcellerie et spiritualité. On a fait ça le mois dernier, à tel point il y a une telle demande qu'on refait une seconde édition pour le 17. Ce qui m'a permis de me réconcilier avec lui après ses égarements durant ces 5 dernières années. Je lui ai pardonné, lui ai-je dit. Il est prêtre, hein, pour ceux qui savent pas. On s'entend très très bien de toute manière, et il n'y a pas d'amertume après ce qui s'est passé. Bon, revenons-en à nos moutons. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer cet ouvrage de Joseph Gabriel Sébéon, quelques incongruités de l'histoire de l'île Maurice. Il est évident, il faut qu'il soit un passionné de l'histoire de l'île Maurice pour retrouver dans notre roman historique des incongruités qu'il a estimé qu'il fallait coucher sur papier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment le livre, c'est la personne. On a eu l'occasion d'en parler dans notre émission Dimanche Culture, il y a 2 ou 3 semaines de cela. Et Dimanche Culture ne présente pas des livres seulement. Dimanche Culture fait connaître les auteurs. Et je crois que c'est ce qui est important aussi. Et la façon de raconter son histoire, c'est assez particulier. Il est allé à l'école primaire de l'Élan. Il a fait ses études au collège Victoria, qui existe toujours, je crois, hein, collège Victoria. Oui. Donc, mais le collège Victoria avait une sacrée réputation à l'époque, très belle réputation. Et puis, quand il a terminé la Forme 5, il a rejoint la fonction publique tout de suite. Et là, il a fait plusieurs ministères, l'agriculture, etc., etc., l'éducation aussi, parce qu'il s'est retrouvé à un certain moment dans l'équipe administrative du Collège royal de Kirby. Et puis, aux affaires étrangères, là, sa carrière va décoller de manière tout à fait pertinente, parce qu'il décolle aussi de l'île Maurice pour se retrouver pratiquement dans 5 pays, dont l'Inde. Voilà, lorsqu'il va raconter son aventure en Inde, c'est assez particulier. Il est resté 16 ans comme diplomate en Inde. C'est dire qu'on l'avait oublié. Moi, j'aurais aimé rester 16 ans à Paris ou à Londres, que tout le monde m'oublie, mais qu'on me paye, bien évidemment. Et il est resté 16 ans en Inde, ce qui lui a permis, bien évidemment, de connaître le pays, d'apprécier l'histoire de l'Inde, de travailler sur l'histoire de l'île Maurice, et aussi
de faire des études tertiaires qu'il n'avait pas faites, ici, avec le résultat qu'il a des diplômes dans le commerce international. Et puis il revient, si ma mémoire ne fait pas défaut, en 88, je crois, il revient à l'île Maurice, et là, quelques temps après, il travaille, et puis il prend sa retraite. On s'est posé, il a fait l'Australie, Madagascar, l'Égypte, entre autres pays comme diplomate. Et c'est à travers ces diverses affectations dans ces pays qu'il a commencé à prendre des notes et à écrire. Il faut dire que ce livret commence de manière assez polémique. Je lui en veux pour ça, mais c'est nous qui faisons polémique, pas lui. Il commence à dire que les autres, ils vont m'en vouloir parce qu'ils ne disent pas la vérité. Et que lui prend le courage de dire des vérités qui dérangent, en fin de compte. Avec raison, c'est bien, des vérités qui dérangent. Alors, son livre couvre un vaste éventail de préoccupations. Les différents peuplements, déjà là, forcément, ça va provoquer des polémiques. Il parle des Hollandais, des Javanais qui sont responsables de la destruction de notre deux national. Et là où ça va faire mal, c'est tout. Ça va faire mal. Moi, je m'en fous. Il parle des Franco-Mauriciens qui ne seraient pas des Franco-Mauriciens de souche, mais des Franco-Mauriciens qui viendraient surtout de Pondichéry. Et là, comme il a étudié la question, il dit que ce sont les Français d'outre-mer. Ce sont les Français d'outre-mer. Ils ne sont pas venus de France, comme donne le sentiment que ça a été le cas. En Liban, il y a Arnaud Lagès qui vient d'être élu Business Mauritius. Je me demande bien si tu viens de Pondichéry, toi. C'est la gueule qu'il faudra. Ça risque de faire un peu mal. Ben voilà, lui, il le trouve au gré de ses pages. Et puis, donc de ces Français d'outre-mer, il parle de l'origine de la langue créole. Et là où je suis certainement pas d'accord avec lui, il est évident qu'on ne peut pas être d'accord sur tout ce qui est écrit. Oui, il dit par exemple, quand il parle de la langue créole, il parle d'abord de l'origine de la langue créole, incontestable ce qu'il écrit, mais il termine ce chapitre en disant « Merci aux concepteurs de la Constitution de Maurice pour avoir gardé le créole hors des murs de l'Assemblée nationale. Cela nous a préservé des dérapages linguistiques et d'assister à des pugilats dans l'hémicycle. » Gabriel, avec son langue créole, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je vois, c'est ce qui s'est passé durant ces 10 dernières années, et qui ne risque pas de se reproduire sous la présidence de Chérine Zipra. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous, forcément. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est quand vous dites que ça pourrait provoquer des dérapages linguistiques, compte tenu à quel point les gros mots sont passés dans la langue courante, surtout à cause de Facebook. Moi, je suis ahuri de ce que je veux lire en termes de gros mots en créole sur les réseaux sociaux. Là où vous avez parfaitement raison, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore prêt. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des linguistes de l'université, des sommités, comme le docteur Corporan, comme Jimmy Hormone, comme d'autres du musée intercontinental de l'esclavage, qui travaillent déjà sur quel type de créole serait acceptable à l'Assemblée nationale.
Et là, il faudra que la speaker maîtrise tout ça. Il faudra un dictionnaire, forcément, qui serait une référence si jamais, si Robert service à faire de la politique active, entre guillemets, pour le prochain mandat, quand il va rentrer au Parlement, qu'est-ce qu'il sera autorisé de dire ou non? Donc, c'est un problème. Il ne peut pas entrer au Parlement et brandir le dictionnaire créole qui a été préparé par le Speaking Union. Ce n'est peut-être pas acceptable. Là, vous avez parfaitement raison. Mais sur ce point seulement. Mais voilà, à peu près, alors laissez, là aussi vous allez avoir des emmerdements. Quand vous dites, le Séga n'est pas d'origine africaine, et il le prouve. Il le dit avec courage. Et il est évident, moi je suis pas très d'accord sur certaines conclusions auxquelles vous êtes arrivés, dans la mesure où cela témoigne d'une absence de rigueur scientifique qu'on pourrait retrouver chez les historiens. Vous êtes un historien d'instinct. Vous avez réfléchi, tant mieux. Le livre a le mérite d'exister, et ce livre-là, j'espère que l'on pourra en débattre un de ces jours autour dans un congrès. Et cela va certainement apporter une contribution à la réflexion sur l'utilisation du créole, sur le peuplement et sur d'autres thèmes qui ont fait notre histoire. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Le livre sera mis en vente, bien évidemment, après le lancement. Sans plus tarder, on passe la parole à Charles. Charles, j'avais rien prévu. Et le fils de Daniel, et qui connaît bien son père, donc il peut mieux parler de son père que lui. Sous vos applaudissements, bien évidemment. Ce n'est pas prévu, mais merci pour la parole, Monsieur le Président. Souvent, comme c'est une histoire est écrite par les vainqueurs, et maintenant on est dans l'âge où l'histoire peut être écrite par le premier qui écrit. Le premier avec le plume et le papier, c'est eux qui écrivent les histoires. Mais je suis d'accord avec Frédéric, il faut en discuter, il faut l'écrire, il faut partager, arriver à un consensus pour déterminer vraiment la vérité. La vérité est subjective, mais il y a une vérité objective qui vient avec le temps, avec les discussions, les débats, et vraiment fouiller scientifiquement dans les détails. Et avec mon père, il y a eu beaucoup de débats pendant que je l'ai aidé à formaliser cette livre. On prenait beaucoup de temps à discuter dessus. Et ce qui est important aussi, c'est, comme il écrit, c'est que oui, il faut oser. Oser à choquer, oser à dire ce qu'on pense, notre vérité aussi, parce que des fois, on perd la nuance, on perd les histoires de chaque famille, de chacun. Nous-mêmes, les Mauriciens, on a perdu notre histoire indienne, notre histoire africaine, nos familles. On a dû chercher dans nos archives, et grâce au gouvernement, on a préservé. Et on sait, notre famille Séméon, la lignée, d'où on sort, de quelle ville en Inde on vient. Malheureusement, de notre lignée africaine, il n'y a pas cette histoire. On est arraché, ramené à Maurice. Pardon.
Alors, comme je disais, notre histoire de l'Inde, on a pu préserver cette histoire. Mais notre histoire d'Afrique, on a beaucoup perdu. Et ça, c'est pas notre faute, c'est la conséquence de la vie. Mais il faut aussi pas oublier ces traditions que Maurice avait développées. On a perdu notre culture africaine et on a créé une culture créole. Ça a mélangé avec toutes nos cultures qui existent. Et on a la chance de vraiment développer une référence culturelle internationale. J'ai connu une Belge qui s'est émigrée à Maurice et il disait chaque fois que Maurice devait être l'exemple international. Parce que chaque culture ici réussit à s'entendre, réussit à se vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui manque à l'international, que toutes ces cultures ont leur présence nationale ici. Et c'est là où Maurice a sa force et a sa dignité aussi, à la culture qu'il a créée. Et même là, il faut toujours préserver cette histoire. Chaque famille devrait écrire une partie de leur histoire, parce que c'est quelque chose qu'on va perdre. C'est quelque chose qu'il faut préserver. Mon père, il a voulu mettre ses pensées, ses idées en livre, et même chacun, ses grands-parents, des histoires qu'on a oubliées, des histoires de famille, que mon père, quand il a grandi, il avait habité dans une petite maison en campagne, il a pu faire ses études en Inde, il a pu voyager le monde, représenter son pays, tout ça, mais c'est quelque chose d'énorme. Combien de pays il y a cette diversité de changement de temps dans si peu de temps. Et ça, c'est important. Alors, même Finlay devait écrire son histoire de famille. Tout le monde. Parce qu'il y a des détails et des informations. Il y a des détails et des informations qu'il faut préserver. Et ça, c'est important. Et pour je vais finir avec cette mot. Et merci pour votre temps. Pas le professeur Dupont, il a l'habitude des meetings publics. Bon, ça devrait aller là-dedans. J'invite le vice-président à nous dire quelques mots sur ce livre. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci, maître. Alors, bonsoir tout le monde, et tous ceux que je vais rencontrer à l'entrée. D'abord, merci pour l'invitation pour participer au lancement de ce livre. Et quelques incongruités de l'histoire de l'île Maurice. Donc, je suis très heureux d'être là, surtout en votre charmante compagnie ici. Et ce livre, bien sûr, nous interpelle aussi, comme bien souligné, nous interpelle parce que quand même, c'est une facette de notre histoire qui a été écrite dans ce livre, une remise en question de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et bien sûr, ça apporte à réfléchir. Et ça nous révèle notre torpeur de notre histoire contemporaine depuis longtemps. Donc, c'est un livre qui se lit facilement, je veux dire, comme une petite idée, on le voit comme une petite idée. Donc, très facile, et je vous inviterai, et bien sûr,
à plonger dans ce livre. Donc, M. Gabriel Séméon, et la famille Séméon, et nos amis lecteurs, les éditeurs, membres de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur aujourd'hui, mais aussi une vive émotion. Bien sûr, on s'est rencontrés il y a quelques temps de cela, de prendre la parole en ce jour où nous célébrons le lancement du livre de M. Gabriel Séméon, intitulé Quelques incongruités de l'histoire de l'humour. Nous nous retrouvons ici pour marquer à la fois la parution d'un ouvrage et pour rendre hommage à un travail d'érudition, de réflexion et de passion qui touche à l'un des fondements de notre identité, notre histoire commune. M. Gabriel Séméon a connu une longue carrière, et brillante carrière, de diplomate qu'il a conduit notamment en Inde, à Pondichéry, je me rappelle, et à Madagascar, deux terres de peuplement au destin enchevêtré avec celui de Maurice. Il nous livre aujourd'hui une œuvre qui sort des sentiers battus. Son regard n'est pas celui d'un historien enfermé dans les conventions académiques. Son regard est celui d'un homme de terrain, nourri d'expérience, d'observation et de comparaison. À travers ces pages, il nous invite à reconsidérer certains récits transmis de génération en génération. À nous interroger sur des versions établies et parfois à affronter des vérités qui dérangent. Or, comme il le dit lui-même dans son avant-propos, répéter une non-vérité pendant longtemps ne lui donne pas un semblant de vérité. Cela ne donne pas une virginité. Ces paroles résonnent avec force. Elles rappellent la responsabilité de chacun, historien comme lecteur, de ne pas accepter passivement les récits qui nous sont transmis, mais de les examiner, de les questionner, de les confronter à la lumière des faits. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas ici d'une simple chronique. Ce livre est une invitation à réfléchir, à relire notre passé avec lucidité, afin de mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Écrire sur l'histoire de son pays demande du courage. Car l'histoire touche aux sensibilités, aux mémoires collectives et parfois aux blessures encore ouvertes. L'auteur l'a fait avec persévérance, dans la solitude de son écriture, mais avec la conviction profonde que Maurice mérite une histoire authentique, fidèle et complète. Il nous prévient lui-même que certains lecteurs pourraient être choqués, mais n'est-ce pas là le rôle fondamental de l'écrivain, de penseur, de l'intellectuel, celui de déranger pour mieux éveiller, de provoquer pour mieux éclairer. L'ouvrage de M. Séméon ne cherche pas à polémiquer. Il ouvre un espace de dialogue pour susciter un débat fécond, un espace où encourager d'autres chercheurs et historiens à poursuivre ce travail. Un espace où revisiter certaines pages parfois mal comprises, mal racontées ou trop rapidement acceptées. À travers cette cérémonie de lancement ce soir, nous rendons hommage non seulement à son auteur, mais aussi à une démarche citoyenne et intellectuelle qui enrichit notre patrimoine national. Chaque ouvrage de ce genre ajoute une pierre à l'édifice de notre mémoire collective. C'est grâce à des voix courageuses, comme celle de M. Séméon, que notre histoire continue d'être vivante, interrogée et approfondie. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi sur une note plus
plus personnel. J'ai eu récemment le plaisir de rencontrer M. Gabriel Sémion. J'ai découvert un homme passionné, animé par une soif inépuisable de vérité et de partage. Ce qui frappe chez lui, au-delà de son érudition, c'est sa sincérité et son désir de transmettre. Cette rencontre m'a convaincu que ce livre est aussi un acte d'amour envers son pays. Je vous invite donc, avec curiosité, ouverture et respect, à plonger dans la lecture de quelques éventualités de l'histoire de l'Ingovis. Que ce livre soit pour chacun une source d'inspiration, de questionnement et surtout une incitation à continuer la quête de vérité. Merci, M. Sémon, et merci pour votre attention. Tu peux commencer à te recycler éventuellement à la fin de ton mandat pour venir mettre de cérémonie. Je réalise que je suis en train de prendre un peu la main. En tout cas, merci d'être venu et merci pour ce très beau discours et cette analyse qui est très consensuelle en fait, par rapport à moi, c'est son rôle de toute manière. Sans plus tarder, on va inviter le héros de la soirée à venir nous dire quelques mots. Gabriel. Il faut dire. Bonsoir et merci à Inné, à mon fils Charles et à monsieur le vice-président pour leur bon mot. Merci à tous qui sont venus pour assister à ce lancement, le lancement de ce livre. Qui n'a été comme dirais-je, un coup de flou, je dirais, parce que j'ai commencé à écrire ce livre en 2020. Et puisque les Français disent que la vie commence à 60 ans, qui veut dire que je n'avais que 20 ans quand j'ai 19 ans quand j'ai commencé à l'écrire. Oh, ça n'a pas été facile parce que je voyais devant moi des personnes atteintes d'Alzheimer. Oh, pour combattre je ne dirais pas ce fléau, mais quand même, parce que ça arriverait à presque tout le monde, pour essayer de le garder le plus loin possible. J'ai dit, laissez-moi mettre mes idées sur ma vie. Parce que l'Alzheimer arrive pour tout le monde. Je suis pas médecin, mais ce que je connais sur ce petit point est effrayant. C'est parce que, d'après ma conception des choses, c'est une maladie effrayante qu'il faut combattre. Comment le combattre? Je pense que c'est par garder
notre esprit vivant. Ne laissez pas notre esprit dormir. Bon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, mais voilà, c'est mon point de vue. J'espère, mesdames et messieurs, que les idées que j'ai mises sur papier vous toucheront, vous donneront à penser sur ce que nous avons appris pour voir si ce que on nous a enseigné était vrai ou pas. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci, humblement merci, et je vous embrasse. Merci, Gabriel, qui a estimé qu'il fallait qu'il transmette ses expériences, son vécu et ses analyses à la jeune génération. Et il a eu peur que peut-être trop attendre risquait de porter atteinte à ses souvenirs, disons-le de manière polie. Qui n'a pas pensé à Alzheimer à partir d'un certain âge? Moi, je commence à avoir des problèmes avec du prénom. Je cherche un prénom, je sais qu'ils appellent nous tous amis, mais son prénom, je ne le trouve pas. Je vois plus Jean-François que Jean-Luc, par exemple. Je vois plus Jean-François, son jumeau, que ça arrive. Mon ami Pierre Tamou, il est. On ne s'est pas vu pendant plus de 40 ans. Gabriel me dit, tu le reconnais? Ça me pose un gros problème. Quand on n'a pas vu quelqu'un pendant 40 ans, il a beaucoup maigri, lui, il a quelques cheveux blancs, mais ça a pris du temps pour reconnecter. Je sais pas, toi, tu dois le connaître, je suppose. Son frère était député à l'époque, en 76 ans, 82. Et donc, on commence à avoir des petites défaillances de mémoire. Rassurez-vous, je n'ai pas encore mis ma clé dans le raffrayeur ou mes chaussettes dans le micro. Mais ça risque pas, je ne vois pas de chaussettes. Mais il faut commencer à faire attention. Et Gabriel a le secret, c'est garder l'esprit en ébullition. C'est garder l'esprit au travail en permanence. Alors, sans plus tarder, on va passer à la cérémonie elle-même. On va demander à Gabriel et au vice-président de venir devant le pupitre pour la remise du livre sous les crépitements du flash. Gabriel, il faut trouver un livre symbolique. Prends le mien. Tu vas me le rendre. Alors, alors, ne bougez pas comme la tradition le veut, toute une famille, votre épouse, les enfants, la famille proche, sinon on prend toute la tribu.